Et on va vite reprendre sans prendre de retard tout de suite. Avec Eric, quand on a réfléchi au programme, on s'est dit qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement importants dans le maintien ou le renforcement de l'autonomie des patients. C'était les patients eux-mêmes, et notamment sous la forme de pères aidants. Et donc, on a demandé à David s'il voulait bien venir, et il a dit oui. Les familles, et je me suis tourné vers l'UNAFAM et Laurent, et puis Anne qui s'est cachée après, qui devait parler, puis qui ne veut plus, mais qui ont dit oui aussi tout de suite. Et puis les infirmiers, et puis dans les infirmiers qui exercent en psychiatrie, depuis quelques années, il y a des infirmiers de pratique avancée qui ont un rôle très spécifique. Et donc, on a demandé à Cécile et elle a dit oui. Donc, je suis très heureux d'accueillir, j'allais dire, toute cette écologie. Ce matin, on a parlé d'écologie, mais toutes ces personnes qui sont présentes, très présentes, qui aident au quotidien les personnes qui sont malades, qui souffrent, comme on l'a vu ce matin, de ces troubles psychiatriques. Donc, je leur ai proposé de façon très libre de présenter dans l'ordre que l'on veut. On va peut-être commencer par Laurent et l'UNAFAM parce qu'il est il est au milieu. Mais de présenter un petit peu comment eux voient leur rôle en tant que de présenter à quoi ils servent, qui ils sont et quel est leur rôle au niveau des patients de psychiatrie. Puis même chose pour David et puis même chose pour Cécile, de façon un peu rapide, enfin assez rapide, tous les uns à la suite des autres, ce qui nous laissera après, j'espère, un temps suffisamment long pour pouvoir discuter et pour pouvoir justement confronter, et surtout, c'est pas confronter parce que c'est pas le bon terme, parce que confronter ça veut dire qu'il y a une opposition. Au contraire, je pense qu'il y a un lien à avoir entre ces trois groupes de personnes et donc voir comment on peut coordonner ça tout. Laurent, Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté. voilà. Et merci de nous avoir invités. Merci d'avoir invité l'UNAFAM. D'abord, je vais me présenter, hein, d'où je parle. D'où je parle, je vais commencer peut-être par pas le début, pas le tout début quand même, mais voilà, j'ai un de mes enfants qui souffre de schizophrénie. J'ai, on va dire, longtemps après, peut-être trop longtemps après, j'ai suivi une formation qui s'appelle Pro-Famille, qui est une formation destinée aux aidants ayant un proche souffrant de schizophrénie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et suite à ça, je suis devenu bénévole à l'UNAFAM, dont je suis le délégué départemental, mais surtout, ce que je fais, entre autres à l'UNAFAM, j'accueille des familles qui sont elles-mêmes en grande difficulté, qui ont un proche souffrant de troubles. Et j'accompagne également ces familles lors de groupes de parole, c'est-à-dire que je les accompagne sur la durée, sur 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me posait la question, et l'UNAFAM, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais détailler un petit peu plus. D'ailleurs, voilà, j'ai mis des flyers UNAFAM vers l'espace de restauration. Alors, l'UNAFAM, donc, c'est une association de familles ayant un trouble, une association de familles ayant un proche souffrant de troubles psychiques sévères, tels que schizophrénie, troubles bipolaires, dépression résistante, troubles borderline, voilà, dépression résistante. Et puis, en fait, plein de choses qui ne sont pas diagnostiquées, parce qu'on a des familles qui arrivent, et évidemment, sans qu'il y ait de diagnostic, mais des familles qui sont en grande difficulté. Toutes ces, déjà cette population de personnes malades souffrant de troubles psychiques importants, ça représente en France environ, on dit c'est les chiffres qu'on a actuellement, c'est évalué à 3 millions de personnes. Et du coup, l'environnement familial, l'environnement de proches
Ça me paraît pas beaucoup, mais c'est pareil, c'est des chiffres qu'on a récupérés à l'UNAFAM. Ça représente 4 millions à 5 millions de personnes. Donc les aidants, hein, les papas, les mamans, les frères, les sœurs, etc. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que via une étude qui a été faite, une enquête qui a été faite auprès des 15 000 adhérents de l'UNAFAM, c'est que les deux tiers, de ces aidants disent elles-mêmes qu'elles sont en grande souffrance, qu'elles sont elles-mêmes malades. Hein, voilà, elles développent des symptômes dépressifs, il y a des arrêts de travail, il y a un certain nombre de symptômes somatiques. Voilà, deux tiers des aidants de ces 5 millions, 4 millions et demi à 5 millions de personnes sont elles-mêmes malades du fait de la confrontation à, bah, à la maladie de leurs proches. On sait maintenant, on a suffisamment de recul, il y a des études qui ont été réalisées. L'accompagnement des familles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand il y a un accompagnement, alors pas que l'UNAFAM, hein, les psychos, les psychiatres, les programmes d'éducation thérapeutique, quand il y a un accompagnement conséquent de la famille, on a concernant la personne malade, on a une baisse conséquente, très importante du taux de rechute à 2 ans. Hein, à 2 ans, on estime qu'il y a une baisse de 50% du taux de rechute quand il y a un accompagnement de la famille. Idem au niveau du nombre de suicides, du taux de suicide, qui baisse considérablement. Idem, il y a des études qui ont pu être faites. On estime que l'accompagnement des familles, c'est l'intervention la plus efficace après le traitement médicamenteux. Voilà. Les missions de l'UNAFAM, alors qu'est-ce qu'on fait, hein, voilà. Donc notre première mission, la première, hein, c'est d'accueillir les familles qui, après un temps, des fois long, hein, des fois, au plus court c'est 1 an, mais des fois c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans. Hein, voilà, on accueille les familles qui osent pousser la porte. Et puis, on les accueille et on leur fait un certain nombre de propositions, d'actions qu'elles prennent pas, comme les groupes de parole. C'est important de pouvoir travailler sur la durée. Et nous avons un certain nombre de propositions de formation qui visent à déstigmatiser et à améliorer la connaissance de la maladie, et notamment sur comment mieux accompagner une personne souffrant de troubles bipolaires, schizophrénie, etc. Voilà. Alors, voilà, ça c'était pour la présentation de l'UNAFAM, mais la question était voilà, l'aide au maintien à l'autonomie. Alors, aide au maintien à l'autonomie, il y a 3 termes. Il y a l'aide, il y a le maintien et l'autonomie. Alors, ça m'a fait un peu réfléchir. L'aide, on n'a pas... voilà, qu'est-ce que c'est qu'aider, que bien aider voilà, alors on n'a pas... En tout cas, on n'a pas une réponse. Ça, je ne vais pas développer. Par rapport au maintien, j'allais dire que nous, en tant qu'UNAFAM, souvent on accueille des familles qui sont au début, relativement au début de la prise de conscience, au début de la maladie. On accueille souvent des familles dont c'est souvent des enfants, hein, qui a entre... Voilà, c'est des jeunes adultes. Donc on n'est pas dans le... Alors voilà, on peut en discuter, mais on n'est pas dans le maintien de l'autonomie, encore que, voilà. On serait plutôt, enfin c'est notre position à nous, cette réflexion, c'est ce qu'on vit dans la mise en place de l'autonomie. Alors, l'autonomie, voilà, qu'est-ce que c'est que l'autonomie pour nous? Alors, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est l'autonomie financière, c'est l'autonomie dans le logement, c'est l'autonomie dans la prise de traitement. Voilà. En tout cas, cette question de l'autonomie, moi je vois dans mes animations de groupe de parole, c'est certainement
un des sujets les plus abordés et les plus douloureux pour les familles. Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Il faut voir les deux côtés. Souvent, puisque ce sont des jeunes adultes, les jeunes adultes sont la plupart du temps encore dans leur famille. Donc la personne malade, ça a été évoqué tout à l'heure par le philosophe. Hein. La personne qui est malade, souvent, elle n'a pas, c'était cité tout à l'heure, elle n'a pas cette capacité à s'aventurer. Hein. Elle a envie de limiter l'imprévu. Donc voilà, la personne ne peut pas partir de la famille. Et d'un autre côté, pour la famille, la présence d'une personne malade qui a un rythme de vie complètement, en tout cas, je ne sais pas si c'est la folie, mais en tout cas qui est pas habituelle. C'est une personne qui peut vivre la nuit. Voilà, c'est des comportements souvent qui sont très très difficiles au quotidien, hein, par rapport au rythme de vie, par rapport aux participations aux tâches quotidiennes. Des fois, il y a des limites à poser. Voilà, la radio qui est à fond le soir, enfin bon, voilà. Et tout ça, c'est extrêmement lourd pour la famille. Et ça participe à sa souffrance et à son isolement et à son épuisement. Donc, finalement, la famille aimerait bien que son proche qui est malade prenne de l'autonomie au moins par rapport au logement. Voilà, donc c'est pas sans difficulté, mais également pas sans questionnement. Voilà, pour la personne qui est malade, la difficulté, c'est, par exemple, et la crainte que la personne malade peut avoir, c'est entretenir le logement, mais on retrouve également, de la part de la personne malade, une difficulté, des fois, à se faire aider. Et la crainte de la famille, si on pousse vers l'autonomie, c'est est-ce que la personne va continuer à prendre son traitement, mais on voit aussi, on constate souvent une dégradation du logement, et puis quid par rapport au suicide, alors que si la personne est chez soi, dans la famille, on a une œil sur lui. Donc les familles en fait sont partagées. Alors soit on incite, on pousse à l'autonomie, hein, parce que dans ces cas-là, c'est sécure pour la personne, mais on continue à s'épuiser. Voilà. Soit on incite à l'autonomie, mais on accepte les risques. Risques notamment suicide, etc. Voilà. Donc je dirais le boulot de l'UNAFAM dans ce questionnement, c'est on ne va pas leur donner de réponse parce qu'on n'en a pas. C'est de travailler avec eux, hein, et notamment dans les groupes de famille, mais aussi dans les groupes de parole, mais également dans les, dans les formations. Il faut accepter de ne pas faire à la place des personnes. On fait savoir qu'il existe des relais, hein, pour permettre à la famille de ne pas s'épuiser, hein, des relais, des accompagnements, comme les services d'accompagnement à la vie sociale, comme le centre conjoint de réhabilitation. Mais relais dont il faut avoir connaissance, mais qu'il faut mobiliser. Et des fois, c'est pas simple. Je crois qu'on a parlé ce matin de la MDPH et puis de la SIAO. Enfin, voilà. Il faut savoir se décharger vers les professionnels. Voilà, je vais m'arrêter là, mais le boulot de l'UNAFAM par rapport à ces questionnements sur l'autonomie, c'est d'accompagner la réflexion. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je me présente, je m'appelle David Villefer, je suis père aidant depuis 2 ans et demi maintenant sur le centre de réhabilitation de Clermont. On appelle Centre référent conjoint de réhabilitation, le CRCR. Et je suis basée au CHU.
En réhabilitation, on accueille plutôt des patients qui ont un traitement, donc qui sont stabilisés, et des patients qui ont un projet, en fait. Et ça, c'est important. La réhabilitation va leur permettre de lever les freins, en fait, qui les empêchent de réaliser leur projet. Plutôt que de maintenir l'autonomie, je dirais plutôt qu'on va la développer. On va développer chez le patient ses capacités d'autodétermination, son pouvoir d'agir. Et puis, en tant que père aidant plus spécifiquement, je pense qu'on incarne le rétablissement, en fait, et on incarne une personne qui a su reprendre sa vie en main, qui a retrouvé un sens à sa vie. Et dans mon expérience avec la maladie, je suis passée par une période où je vis avec un trouble schizo-affectif. Il y a eu un passage, en fait, où je me disais, enfin, je m'étais complètement auto-stigmatisée. Je me disais, en fait, je suis fou. Donc, je ne peux pas me fier ni à ce que je ressens, ni à ce que je pense, ni à ce que je ressens dans mon cœur. Enfin, à rien du tout, en fait. Et c'est plus une vie à ce moment-là. Ou alors, enfin, je me rappelle même fait cette réflexion-là, mais je suis encore un être humain, rassurez-moi, je suis pas un animal, hein. Et retrouver l'autonomie, pour moi, ça a été retrouver le pouvoir de dire je, de faire mes propres choix. Et puis, je pense que ce pouvoir de dire je, on le retrouve quand on commence à retrouver de l'estime de soi, en fait, de la valeur à ce qu'on est. Et j'avais lu une étude qui disait que l'estime de soi, on la retrouvait surtout par deux phénomènes. Connaître mieux sa maladie. Et pour ça, il y a des ateliers d'éducation thérapeutique du patient que j'anime, que je co-anime avec l'infirmière, donc qui permettent de développer ce qu'on appelle le self-care, le prendre soin de soi. Et il y a aussi le fait de rencontrer d'autres patients ou des pères aidants, en fait. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais dans le cadre de mon métier à présent. Voilà, c'est tout ce que je dirais en guise d'introduction. Pour la suite, du coup. Donc, je m'appelle Cécile Cavagna, je suis infirmière en pratique avancée, mention psychiatrie et santé mentale. C'est un métier qui est souvent abrégé par IPA, qui est noté sur le programme d'aujourd'hui. On reviendra un petit peu dessus après. J'exerce actuellement au CHU de Clermont-Ferrand et plus précisément sur l'équipe mobile de liaison et d'urgence de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc l'intervention de la pratique avancée, elle se fait plus précisément auprès des adolescents et des enfants en situation de crise. Dans ce contexte, avec l'équipe, on est amené donc à prendre en charge des jeunes de moins de 18 ans, mais aussi leur famille ou leur entourage. Alors, entourage, c'est un terme qui est un peu large, mais c'est nécessaire de le préciser puisque, comme on l'a dit ce matin, tous les enfants ne vivent pas dans leur famille. Certains sont confiés à l'ASE, d'autres ont leurs parents qui ont été déchus de l'autorité parentale. Et donc, dans ce contexte-là, on va plutôt être amené à rencontrer l'entourage éducatif et pas l'entourage familial à proprement parler. C'est important de préciser l'environnement puisque, pareil, on l'a dit ce matin, les enfants ne sont pas décideurs. Ils sont dépendants de leur responsable légal en ce qui concerne notamment la volonté de soins. Ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes d'une prise en soin. Ils sont dépendants du choix de leurs parents ou de leur entourage, ce qui peut prendre plus ou moins de temps pour obtenir un accord. Paradoxalement à ça, on sait que l'adolescence, c'est une période d'émancipation, c'est une période d'autonomisation où le jeune va commencer à faire ses propres choix et construire son opinion. Et ça vient donc questionner la considération juridique qui vient se heurter à la valeur, la place donnée à l'autonomie de l'adolescent en service de psychiatrie de l'enfant et de l'ado. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce que l'IPA peut soutenir le maintien ou le développement de l'autonomie du jeune? Quel est son rôle? Il me semblait important pour répondre à cette question de commencer par repréciser ce qu'était un IPA, puisque c'est une profession qui est extrêmement récente en France. Les premiers décrets ont été écrits en 2018, les premiers IPA sont diplômés depuis seulement en 2019. Donc ça fait 6 ans pour les plus anciens, alors que c'est une profession qui existe depuis les années 60-70 aux États-Unis notamment.
On est peu nombreux aussi. En mars 2025, l'Ordre national infirmier comptait officiellement d'inscrits 2367 IPA diplômés. Alors, les IPA sont censés être inscrits à l'ordre, ce qui veut dire quand même qu'on n'est pas très nombreux. Depuis la promotion 2023-2025 a aussi été diplômée. On est un petit peu plus nombreux, mais on n'atteint toujours pas les quotas fixés par l'État, qui voulait qu'on soit à 5000 en fin 2024, il me semble. Alors, le Conseil national de l'ordre infirmier définit l'IPA comme une infirmière diplômée qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire aux prises de décisions complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Il faut savoir que pour accéder aux 2 années de master infirmier en pratique avancée, il faut d'abord avoir exercé au moins 3 ans en tant qu'infirmier pour prétendre à ce master. Donc, on a des connaissances qui sont renforcées après par le master sur 2 ans à la fac de médecine. La formation IPA, elle met donc en avant toute la culture infirmière et elle propose une prise en soin centrée sur le patient, qui est associée à de nouvelles compétences qui sont répertoriées, notamment dans un modèle de soins qui a été établi par le docteur Anne Amrick, qui est co-doyenne d'une université de soins infirmiers aux États-Unis. Et ce modèle met en avant 6 domaines de compétences qui vont venir s'ajouter à la pratique infirmière de base. Donc ces 6 domaines sont l'expertise clinique, la consultation, la recherche, le leadership, la collaboration et la prise de décision éthique. Ces diverses compétences, elles permettent de placer l'IPA comme un acteur pivot de la prise en soin du patient et aussi comme un acteur clé du maintien et du respect de l'autonomie de l'adolescent pris en charge en pédopsychiatrie. Et donc, ça me semblait important de préciser ces domaines puisque ça permettait d'orienter un petit peu le rôle, de préciser le rôle de l'IPA dans le maintien de l'autonomie de l'adolescent en pédopsychiatrie. Donc tout d'abord, sur un versant clinique, l'IPA dispose d'un savoir expérientiel qu'il a construit tout au long de sa carrière, qui est aussi renforcé par les 2 années de master. On dispose d'une connaissance assez fine du jeune, de son développement, ce qui nous permet aussi de définir une zone d'autonomie possible en fonction de son âge et en fonction des éventuels troubles qui peuvent se présenter. Ça nous permet de favoriser sa volonté, là où on va généralement avoir une hiérarchie plutôt descendante du parent vers l'enfant. On va essayer de pouvoir construire quelque chose avec le jeune pour l'amener ensuite aux parents. Par là, j'entendais plutôt la co-construction, notamment des projets de soins, où on va solliciter le jeune et lui permettre de favoriser son autonomisation avec la rédaction d'objectifs qui lui sont propres, l'évocation de pistes d'action aussi que lui-même nous apporte, et puis parfois même des jeunes qui viennent avec un support complètement créé d'eux-mêmes pour nous présenter tout ça, ce qui marque quand même la volonté d'autonomisation. Associée au travail d'équipe pluridisciplinaire, l'expertise IPA, elle permet aussi d'identifier des axes d'intervention qui favorisent l'autonomie, par exemple sur le développement de compétences psychosociales, s'il le faut, puisque ça s'avère aussi nécessaire pour renforcer la capacité décisionnelle des jeunes. L'action de l'IPA, elle est renforcée par le travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, puisqu'on peut mettre en place des actions collaboratives pour créer un environnement où l'autonomie peut s'exprimer. Ce qui m'amène à parler donc d'un deuxième rôle clé de l'action IPA, qui est, selon moi, la collaboration. La collaboration interprofessionnelle, d'abord, qui joue un rôle central dans le maintien de l'autonomie du jeune, puisqu'elle permet d'assurer une cohérence de parcours de soins, ce qui est essentiel, puisque les jeunes en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent rencontrent énormément de professionnels, on le disait ce matin, ils vont rencontrer des pédopsychiatres, ils vont rencontrer des éducateurs, des assistantes sociales, des ergothérapeutes, enfin, beaucoup de professionnels, et donc c'est une pluralité qui va parfois les perdre. Qui fait quoi pour moi ? L'IPA va pouvoir intervenir à différents niveaux du parcours de soins, à différents moments du parcours de soins. Et donc, ça crée un vrai point d'ancrage. C'est un acteur du soin qui est plus facilement peut-être identifié et identifiable et qui permet de clarifier des informations, d'apporter peut-être des précisions et d'offrir une vision plus compréhensible de ce qui se joue autour du jeune. Cette stabilité, elle favorise aussi l'alliance thérapeutique et donc la capacité du jeune à participer au processus de soins. Au-delà de la collaboration avec les équipes, et là je rejoins Laurent
sur tout ce qui est l'aspect famille. On le sait, et je le disais juste avant, l'enfant est dépendant de sa famille, de son entourage pour les décisions de prise en soin. Donc il est important que ce soit une action qui soit commune, une action un petit peu d'équipe avec la famille, et pas que le jeune puisse percevoir les décisions prises par son entourage comme une imposition et quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Donc là, c'est un vrai travail d'équipe avec les familles aussi, de pouvoir prendre et évoquer des décisions conjointes qui seront comprises par le jeune et éviter l'émergence d'un sentiment qu'on lui impose tout sans qu'il ait son mot à dire. Là aussi, ça fait appel au réseau que l'IPA peut constituer. Donc, grâce à son expérience et grâce aux 2 années à la fac en plus, où on a l'opportunité de faire des stages et de constituer un réseau de partenaires autour de nous et de pouvoir donc orienter, que ce soit les adolescents ou leurs familles, pour des prises en charge et des mobilisations de l'environnement. Puisqu'on le sait, la mobilisation de l'entourage, l'environnement du jeune, c'est aussi une source d'amélioration de l'état du jeune. Alors, à tout ça s'ajoutait une autre question qui était finalement, avec tous ces acteurs et aussi la prise en charge de sa famille, est-ce qu'on risque pas d'étouffer un petit peu la voix de l'adolescent ? Et c'est là où 2 autres domaines de compétences de l'infirmier en pratique avancée, selon moi, intervenaient sur le versant plutôt leadership et puis la prise de décision éthique. On voit que les infirmiers en pratique avancée, on s'implante tous dans des équipes de soins qui sont déjà existantes. Donc on vient apporter une plus-value à ce qui existe déjà. On ne va pas modifier, on ne va pas remplacer, mais on va s'ajouter à quelque chose qui existe. Et donc, avec la reconnaissance de la culture infirmière et du savoir-faire infirmier, on voit qu'il y a une, un vrai ancrage de la pratique avancée et une volonté d'ancrage institutionnel de ce nouveau rôle. Donc, ça amène à envisager une possibilité d'accompagnement différente des équipes et des patients, notamment dans les modalités de soins. En plus des différentes études qui soulignent le manque de temps parfois ou la difficulté à mettre en place des actions pour favoriser l'autonomie des jeunes, puisque c'est pas dans les habitudes de service. L'IPA, il est là avec un petit peu ce vent de renouveau, et puis il va pouvoir venir questionner ou re-questionner des pratiques actuelles et remobiliser et les faire évoluer pour pouvoir peut-être davantage maintenir ou en tout cas favoriser l'autonomie des jeunes. On joue donc un rôle dans tout ça, puisque on est sensibilisé sur les 2 ans, notamment aux compétences éthiques et en leadership, qui nous incitent à venir sensibiliser les équipes au sujet de la considération et de pouvoir mettre en place de nouvelles actions, promouvoir une culture de service où la participation du jeune, elle est structurée et reconnue, que ce soit à travers des temps d'échange dédiés. Et alors là, moi, ça faisait vraiment écho à un temps qui est important sur le versant plutôt hôpital 2 jours de crise, où ça s'appelle le temps soignant-soigné, où les jeunes peuvent venir questionner les pratiques des soignants et puis peut-être mettre du sens sur ce qui leur est proposé, même si c'est eux qui sont très acteurs de la prise en charge. Voilà, et des modalités de décision partagée. Voilà, de pouvoir revenir un petit peu à chaque fois dans les décisions qui sont prises ou les réflexions qui sont émises, de venir re-questionner est-ce que vraiment on respecte les différents piliers de l'éthique, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice, l'autonomie, de pouvoir les rappeler et peut-être d'initier les équipes à cette sensibilité-là. Dans ce contexte-là aussi, il me semblait important de se rappeler du secret médical et qui fait partie pour moi aussi de la favorisation de l'autonomie des jeunes, puisque on précise souvent en début d'entretien, les jeunes ont peu d'espace où ils sont responsables d'eux-mêmes, on va dire. Nous, c'est une question qui revient souvent de la part des jeunes. Est-ce que ce que je vous dis là, vous allez le dire à mes parents ? Donc non, on essaye de vraiment les inciter à l'autonomie dans ce contexte-là. Le secret médical, on peut en sortir dans 2 contextes. S'il y a un danger personnel immédiat, s'il y a un danger pour des personnes qui t'entourent. Mais ici, c'est ton espace de parole et on est là pour toi.
Donc le maintien de l'autonomie en pédopsychiatrie, c'est quelque chose de très large, c'est quelque chose de complexe aussi, qui se transforme, qui se met en place via une action collaborative, tant le patient qu'avec son entourage et les soignants. On a vraiment une triade. C'est une démarche qui s'ajuste à sa période de développement, à sa période de diagnostic. C'est quelque chose qui permet d'accompagner, enfin, c'est une démarche qui permet de l'accompagner sur le long terme. Et puis l'IPA donc, va accompagner cette démarche qui est de l'autonomisation, mais qui relève aussi de l'empowerment, en favorisant et en renforçant les capacités du jeune à décider et agir pour sa santé, mais aussi en structurant la collaboration avec tous les acteurs qui l'entourent dans le parcours de soins. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Vos interventions soulignent que vous êtes des acteurs essentiels pour l'accompagnement des patients, des proches, des familles, dans ce maintien à l'autonomie. Donc on va passer aux questions de la salle. Et je vais peut-être commencer moi par une question. Du coup, j'aimerais savoir comment si vous travaillez ensemble finalement, et comment vous travaillez ensemble, à quel moment vous vous rejoignez, vous vous complétez, ou comment vous fonctionnez? Alors oui, nous travaillons ensemble. En tout cas, nous avons eu à plusieurs reprises l'opportunité de travailler avec David sur déjà, David et d'autres pères aidants sont intervenus pour présenter leur mission et leur rôle auprès de bénévoles à l'UNAFAM et de familles. Mais également, nous avons fait ensemble des ciné-débats, café-discussion, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensemble. Mais voilà, à plusieurs reprises, récemment, à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale, David a été très, très, très sollicité par l'UNAFAM. Après, on n'a pas eu l'occasion de travailler avec vous. Encore. Mais alors c'est vrai que là, on est plus sur la pédopsychiatrie. Mais oui, en tout cas, nous travaillons avec certaines équipes, oui, du CHU et de Sainte-Marie, sur tout ce qui est, je vais y arriver, tout ce qui participe à la déstigmatisation et à la connaissance de la maladie, au programme. Pardon. On renvoie sur Sainte-Marie, sur le CHU, vers des programmes d'éducation thérapeutique, voilà, sur les troubles bipolaires ou sur la schizophrénie. Donc on collabore, ça, c'est certain. Et nous, sur le centre de réhabilitation, on a une IPA effectivement qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Oui, puis ça vient re-questionner quelque chose sur un point qu'on évoquait tout à l'heure avec David, la possibilité ou la pertinence peut-être de l'intervention des pères aidants dans le cadre de la pédopsychiatrie, où il y a quand même un vaste sujet là, puisque les troubles, ils commencent pour certains au cours de l'adolescence. Ils peuvent être traités même à l'adolescence et être stabilisés dans un premier temps. Mais est-ce qu'un père aidant pourrait intervenir sur des groupes d'éducation thérapeutique auprès d'adolescents? C'était une vraie question qu'on se posait. Et on soulignait effectivement l'identification au père aidant. Moi, elle se fait bien sûr grâce à la maladie commune qu'on partage avec le patient, mais elle se fait aussi par rapport à l'âge. Et s'il y avait un père aidant en pédopsychiatrie, je pense que 18-20 ans, ça serait bien. Par contre, effectivement, la difficulté qu'on évoquait ensemble, c'est on ne pose pas de diagnostic avant 18 ans. En tout cas, on évite. Et le rétablissement, ça prend quand même un peu de temps. Donc, un père aidant à 18-20 ans, pourquoi pas, mais je me pose aussi des questions. Voilà. Mais c'est vrai que ce serait super intéressant. Il va falloir qu'on creuse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Dans la philosophie de l'empowerment, je voulais savoir si vous utilisiez les outils, les PCC, les directives anticipées. Je trouve qu'elles participent quand même beaucoup
à la compréhension de la maladie, etc. Elle facilite le parcours du soin normalement. Et comment vous l'utilisez et comment les patients peuvent le vivre. Alors, les équipes utilisent plus le plan de crise conjoint. C'est quelque chose qui est travaillé sur le assez long terme dans un contexte plutôt d'hôpital de jour de crise, puisque, moi, je vais parler de ce que je connais, la façon dont je travaille en tant qu'hyper. Aux urgences, on les reçoit pas suffisamment souvent pour pouvoir aborder ça sur un long terme, mais en tout cas, à l'unité de jour, l'unité de soins intensifs de jour, c'est quelque chose qui est quasiment systématique de pouvoir élaborer avec le jeune un plan de protection. Et oui, mais justement, s'il est élaboré, mais que du coup, il n'est pas repris par les urgences. Alors, il est élaboré à l'hôpital de jour. Oui, mais quand il passe aux urgences, il n'est pas... Alors, pour l'instant, j'ai pas eu le cas. J'ai pas eu le cas, mais c'est quelque chose où je pense qu'on manque encore un petit peu de transmission entre nous. Ah. Ouais. Mais Juste, excusez-moi, est-ce que ça vous embête de nous préciser un peu de quoi vous parlez? Parce qu'il y a peut-être, moi, le premier, je ne sais pas exactement de... Le plan de crise conjoint ou alors les directives anticipées en psychiatrie, c'est un outil qui est utilisé, oui, assez récemment quand même sur la région. Dans certains hôpitaux, il est quand même vraiment ancré dans les pratiques. Et c'est un outil, il en existe plusieurs formes. Ça peut être justement sur une application ou alors ça peut être un format papier qui est vraiment, qui appartient au patient. C'est vraiment à l'usager de l'avoir. Et il en fait ce qu'il veut. S'il veut qu'on le mette dans le dossier, on le met dans le dossier. S'il veut le donner à ses proches, il le donne à ses proches. S'il veut l'avoir avec lui, il l'a avec lui. Et l'intérêt, c'est d'explorer vraiment tout le avant, après, pendant la crise, comment la crise s'est manifestée, comment elle a évolué, et d'essayer. L'intérêt, c'est quand même d'essayer au maximum d'identifier tous les tout premiers petits signes qui amènent à la crise pour éviter une hospitalisation. Le but, c'est vraiment de ne pas aller à l'hôpital et de pouvoir s'approprier en fait son parcours. Du coup, dans ce plan de crise, à un moment, il précise quelles sont les ressources, voilà, quelles sont au contraire, enfin, les ressources qui l'ont aidé, que ce soit humain, chimique, institutionnel, etc. Et il précise aussi ce qu'il n'a pas du tout ni apprécié, ce qu'il ne voudrait pas réitérer. Alors, la plupart du temps, ils disent qu'ils ne veulent plus être contenus, qu'ils ne veulent plus être isolés, etc. Mais ça peut être aussi sur d'autres aspects. Et ça leur permet vraiment d'explorer plein de facettes de leurs ressources qu'ils n'imaginent parfois pas du tout. Et donc, ça leur redonne vraiment les pleins pouvoirs c'est en accord avec toute l'équipe accompagnante. Mais après, cet outil, il est à eux. Ils en font ce qu'ils veulent. c'est quelque chose qui met, en tout cas nous avec les ados, ça met un petit peu de temps à être élaboré puisque c'est un peu un jeu d'aller-retour. On va faire une première partie avec eux, puis ils vont y réfléchir de nouveau tout seuls. On va reprévoir un autre temps pour faire le point. Est-ce que finalement ce que tu nous proposes, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce qu'on peut le mettre en place? Est-ce que peut-être il faut le réfléchir différemment? Et c'est d'avoir leur propre stratégie et d'un ado à l'autre, ça sera vraiment très différent. Alors, pour les adultes, enfin, sur le papier, moi j'aurais envie de dire, sur le papier, c'est un outil qui est formidable, hein, ça semble évident. Ça serait intéressant d'avoir des données chiffrées. Quel est le pourcentage de personnes souffrant de troubles psychiques, on va dire de personnes suivies, utilisent cet outil? Sur le papier, c'est formidable. Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Déjà, ça suppose que la personne malade ait conscience qu'il est bien malade. Voilà. Donc, voilà. Sur le papier, c'est extrêmement intéressant. L'UNAFAM, le préconise, incite à. Voilà. Dans les faits. Pardon. Dans mon travail de père aidant, donc je ne fais pas ce domaine-là, mais je sais ça fait aussi partie des rôles du père aidant de constituer des plans de crise et des choses comme ça. Je pense que ça peut vraiment aider
comme les cartes coupe-feu où on note si j'ai un problème, qui j'appelle. Voilà, ça c'est. Après, effectivement, il faut s'en saisir. Faut aussi, je pense, avoir une certaine finesse de l'observation de ce qu'on ressent. Enfin, quand une crise arrive, on la voit venir, mais je veux dire, on peut la voir venir trop tard et en fait, ça demande une finesse d'observation de soi-même et de ses symptômes pour pouvoir se dire, ah, là, il y a un signe d'alerte, il faut que je fasse attention. Et tout le monde n'en est pas capable, je pense. Mais peut-être qu'avec les outils numériques, Oui, peut-être. En tout cas, ce que vous nous décrivez, c'est un bel outil pour renforcer l'autonomie Oui. en prévention d'une période où on ne pourrait plus Ouais. avoir la mainmise sur son autonomie. oui, pour éviter des situations compliquées de souffrance pour tout le monde, hein. Des situations de souffrance pour la personne malade, pour l'entourage et pour les soignants, hein. Si on peut éviter des hospitalisations sous contrainte, etc., etc. Hunt. D'autres questions ou commentaires ou réflexions? C'est dur après le repas, mais... Oui. Oui. Depuis le début de la journée, ou sur les différentes interventions, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup d'autonomie dans les soins. Comment est-ce que vous agissez pour aider les patients à prendre de l'autonomie aussi dans leur vie quotidienne? Alors l'UNAFAM, vous en avez un petit peu parlé quand même, mais concrètement, est-ce que en tant que père aidant ou en tant qu'IPA, vous pouvez les accompagner sur des choses très concrètes de la vie, ou qu'est-ce que vous mettez en place pour faire en sorte qu'ils aient une vie en dehors de l'hôpital finalement? Moi, je co-anime des ateliers d'éducation thérapeutique du patient, en fait. Donc, je co-anime celui sur la schizophrénie. C'est un programme en 14 séances de 2 heures, donc il se passe en groupe et on apprend aux patients, en fait, enfin, j'aime pas ce terme éducation, mais en fait, le but, c'est qu'ils ressortent avec des billes sur ce qu'est sa maladie, ce que peut être son traitement, qu'il soit médicamenteux ou pas, et puis aussi des règles un petit peu d'hygiène de vie qui vont favoriser la bonne vie avec la maladie. En tout cas, ça va favoriser pour éviter les rechutes et pour éviter de se retrouver dans une situation plus dommageable, en fait. Donc, c'est un exemple d'autonomisation du patient par la connaissance. Voilà. Et moi, sur le versant plutôt accompagnement IPA en pédopsie, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, je vais dire, toutes nos actions, elles sont quand même orientées sur qu'est-ce que ça va être ton quotidien après les soins ou en parallèle des soins. Donc, effectivement, on parle beaucoup des soins, de la stabilité, etc. Mais on est aussi sur des jeunes qui sont en pleine construction professionnelle, identitaire. Donc, en tout cas, l'accompagnement IPA, pour ma part, il ne se résume pas que au versant clinique. Il se résume aussi à créer un réseau avec tout ce qui est de l'éducatif, du social, parfois du professionnel aussi, et de pouvoir les accompagner dans la création d'un projet qui ne relève pas du soin, mais qui relève de qu'est-ce que je vais faire plus tard, quelles sont mes attentes, quelles sont mes envies, et puis nous, à nous en tant qu'IPA, de solliciter les personnes nécessaires pour pouvoir répondre à ces attentes et ces projets. En exemple peut-être plutôt pratico-pratique, on a des jeunes qui sont en hôpital de jour, complètement déscolarisés, avec un projet professionnel de bac pro par exemple, et actuellement on les accompagne, rédaction de CV, etc. On sollicite les assistantes sociales, on sollicite les CIO, et puis des fois on les accompagne même visiter des futurs établissements ou autres. Je ne sais pas si ça répond. Je compléterai en disant que c'est vrai que les pathologies psychiques graves, elles touchent surtout les jeunes adultes, voire des adolescents, effectivement, qui sont encore dans l'adolescence. Il n'y a pas de construction à ce moment-là. On n'a pas réfléchi sur le sens de sa vie, on n'a pas réfléchi sur si les grandes questions qu'on a eu à traiter, c'est son orientation professionnelle ou son orientation d'études, en tout cas. On ne s'est pas posé de grandes questions. Et moi, lors de mon DU là, de père aidance à Lyon, j'ai fait un mémoire sur le sens de la vie, comment aborder le sens de la vie avec les patients.
Alors ça s'adresse, enfin, avec ceux qui le souhaitent, bien sûr, mais je pense que chez les jeunes patients, c'est important d'avoir un objectif dans la vie. Et personnellement, j'ai vécu l'éducation thérapeutique comme quelque chose d'intéressant, mais j'avais pas de projet à ce moment-là, j'avais pas d'objectif dans la vie. Et il y a beaucoup d'outils que j'ai laissés de côté, que je reprends après coup. Mais je pense que voilà, quand on a un objectif, on sait mettre aussi des outils qu'on nous donne au service de cet objectif. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, et moi j'avais envie de poursuivre voilà, sur la question de l'autonomie, voilà, question autonomie, ménage, etc. Le problème des parents, c'est face aux difficultés du proche qui est des fois un peu maladroit avec un certain nombre de tâches. Voilà, voilà. La famille a tendance, a trop tendance, parce que voilà, parce qu'on le fait naturellement, à faire à la place d'eux. Et vraiment, ce que l'on doit désapprendre, ou ce que l'on doit apprendre, c'est accepter de ne pas faire, accepter que la personne se fasse des erreurs déjà, et puis vraiment savoir qu'il existe des relais. Voilà. Et ça fait partie un petit peu de notre boulot, parce qu'il existe un certain nombre de relais. Bon, ça peut être des tutelles, des curatelles ou des tutelles, mais il existe un certain nombre de services auxquels voilà, qu'il faut connaître et auxquels il ne faut pas hésiter à faire appel. Et dans ce contexte, il y a aussi à faire connaître les groupes d'entraide mutuelle, qui sont des lieux avec des salariés, je ne sais pas qui d'ailleurs finance, mais où les personnes souffrant de troubles psychiques peuvent participer de façon complètement libre, sans être envoyées par qui que ce soit, et qui se retrouvent des choses qui sont ouvertes tous les jours, toute l'année, avec des projets collectifs qu'ils montent entre eux, tout en étant aidés par une animation. Il y en a clairement plusieurs, il y en a à Issoire, à Rion, à Cournon, voilà. Ça marche? Oui. Julie Jeunesse, de psychiatre. Moi, je voulais juste apporter un éclairage peut-être supplémentaire, mais il y a aussi une grande collaboration et je trouve un grand intérêt à avoir des personnels représentants des familles et des pères aidants dans les formations des médecins et des paramédicaux. Et David était à une formation que j'animais sur l'éducation thérapeutique et je trouve que en tant que formateur, déjà, quand il y a un père aidant dans la salle, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se modifient, notre regard est différent. Et je pense que la collaboration, elle se fait aussi là, dans les lieux de formation. Et pareil, quand je vais discuter avec les personnes de l'UNAFAM, dans l'enseignement, de mettre des médicaux, des paramédicaux et des pères aidants et des familles dans ces lieux-là, comme dans les colloques, comme aujourd'hui, ça apporte vraiment un plus. Alors, je ne sais pas si David a un retour à faire aussi, quand il est père aidant, au milieu de professionnels de santé qui sont venus se former. Comment est-ce que tu le vis, toi, de ton côté? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors déjà, je dirais qu'il y a un décret qui est paru fin février qui officialise ça, donc l'intervention de patients partenaires ou de pères aidants dans les formations des médecins. Maintenant, c'est quelque chose qui est passé. Et il y a eu des choses, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, un petit peu la définition de l'intervention du partenariat patient, en fait, dans la vie des hôpitaux, dans la vie des instituts de formation aussi. Donc c'est quelque chose qui se met en place institutionnellement aussi en ce moment. C'est vrai que c'est... effectivement, je pense qu'on a un regard complémentaire sur le soin, complémentaire aux personnes qui sont infirmiers, IPA, médecins. On entendait au début de la pérédance des remarques, en particulier du corps infirmier, qui disaient « mais ils vont nous piquer notre boulot, quoi, en fait ». Mais faut vraiment, on n'est vraiment pas là-dedans parce que je ne comparerai pas mes 85 heures de DU aux 3 ans d'école infirmière ou aux 11 ans de psychiatrie des médecins.
on n'a pas du tout le même savoir. Nous, on est vraiment dans un savoir expérientiel et on laisse vraiment tout le côté soins aux médecins et aux infirmiers parce qu'on n'a pas les compétences. Et puis c'est tant mieux parce que j'allais dire chacun son domaine d'action. Et ce qui est intéressant justement, c'est cette collaboration que tu évoquais, Julie, dans une équipe pluridisciplinaire ou ailleurs. Voilà. Et vous êtes assez nombreux? On est 7 sur Clermont, 7 pères aidants en santé mentale. On a, je dirais, une vingtaine de patients partenaires qui en santé mentale aussi. Je sais qu'il existe des patients partenaires dans plusieurs maladies somatiques sur Clermont. Il y a Marie-Sophie Chéry, elle a de l'UTEP qui s'occupe beaucoup de ça. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais pour les patients partenaires, pour l'instant, il n'y avait pas de cadre légal. Il y avait tout le côté financier, c'était des gens qui prenaient sur leurs vacances pour pouvoir intervenir dans les formations, bénévolement bien sûr, parce que l'hôpital ne pouvait pas embaucher, enfin, l'hôpital serait devenu leur embaucheur principal s'ils les avaient payés, en fait, pour les gens qui étaient au chômage, donc ça posait problématique. Là, c'est en train de se cadrer, mais on est encore peu nombreux, ouais. Et sur les pères aidants en santé mentale, donc on est 7. Il y en a 2 qui sont sur le dispositif Un chez soi d'abord, qui s'occupe des gens souffrant de maladies psychiques et qui sont en précarité. Il y en a une qui est sur un dispositif qui s'appelle Sémafé, qui est un dispositif d'accompagnement et de coordination pour les femmes et les couples présentant des troubles psychiques et qui veulent avoir un enfant. On est 3 sur le centre de réhabilitation. Une qui fait aussi ECAFIP, c'est un dispositif d'accompagnement à la formation et à l'insertion professionnelle. Et on a aussi un père aidant sur le IPP, l'équipe d'intervention pour troubles psychotiques précoces. Voilà. Donc ça se met en place, c'est comme disait Cécile, la père aidance comme les IPA, c'est un métier nouveau. On vient d'avoir un code ROM cette année, donc c'est un peu moins difficile de trouver du boulot en passant par France Travail. Et voilà, c'est en pleine structuration et c'est en pleine évolution, donc aussi avec des rôles qui ne sont pas clairement définis. Et alors, pour les interventions de l'UNAFAM auprès des soignants, médecins, voilà, médecins généralistes, psychiatres et IPA. Alors, IPA, on intervient déjà actuellement un tout petit peu. Alors, c'est pas quelque chose qui doit être, c'est pas dans les textes, hein, je pense pas. Mais en tout cas, on intervient chaque année, on a un tout petit bout d'intervention. Et quant à des interventions dans la formation générale des médecins, je trouve qu'effectivement, ça serait une très bonne idée que les aidants puissent avoir leur place. Ça serait bien. Voilà. On répondra à la demande, hein, il n'y a pas de problème si on a les bénévoles qui sont là pour ça. Et à chaque fois qu'on intervient dans de la formation, par exemple, on intervient ponctuellement sur la formation à l'ISRA, sur la formation des éducateurs. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est institué. C'est vraiment à la demande. Mais effectivement, c'est important. Dernière question ou commentaire? Ou vous vous taisez à jamais? Très bien. Bah, écoutez, vraiment merci à tous les 3 de votre regard qui est extrêmement intéressant et qui complétait bien la vision qu'on avait de prise en charge des patients. Merci pour votre travail.